Bonjour et bienvenue à l'émission Pour votre information. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit M. Philippe Moussette qui vient nous présenter son livre « Les yeux tournés vers le ciel ». On parle de VR avec le directeur général de l'ACVRQ, M. Steve Lapierre. De l'agence Verso, Kevin Ranelli est avec nous. Notre photographe qu'on adore, Sarah Maud, vient nous parler de la mutation de la photo dans le milieu culturel. Une activité bien spéciale aura lieu avec la Fondation Yvon Michel. Madame Stéphanie Drolet sera avec nous. En performance et en entrevue, Thomas Bourgoin. À notre chronique cinéma, Nicolas Vincent Poirier. Et pour parler d'un forum qui aura lieu prochainement le 25 mars prochain, le forum Femmes et Santé, Marie-Ève Surprenant viendra nous en parler. Bonne émission. Mon invitée, elle est coordonnatrice de la table de concertation de Laval en conditions féminines, Mme Marie-Ève Surprenant. Bonjour, Mme Surprenant. Bonjour. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement la table de concertation de Laval, spécifiquement en conditions féminines? Oui, bien, on est un regroupement régional en défense collective des droits des femmes. Donc, on travaille avec nos groupes membres à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Donc, c'est vraiment une table qui regroupe plusieurs organismes de la région de Laval, oui, toujours pour défendre les conditions féminines. Oui, dans le fond, on a des organismes qui travaillent avec les femmes au niveau de la violence conjugale, des agressions sexuelles, mais autant de l'employabilité, de l'enseignement, avec la jeunesse, avec les personnes âgées, donc une belle diversité. Oui. Et justement, cette table de concertation-là, vous planchez sur différents enjeux pour vraiment, collectivement, améliorer certains aspects de la condition féminine. Et là, il y a un bel événement que vous organisez le 25 mars prochain. C'est le Forum Femmes et Santé. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est. Oui, bien, la santé des femmes, c'est vraiment un dossier qui nous tient à cœur depuis la fondation de notre regroupement. Donc, autant santé physique, santé mentale, psychologique. Et là, en fait, on veut faire une espèce d'état de situation et ouvrir le dialogue au niveau de plein de perspectives en santé des femmes. Donc, on va avoir plusieurs invités qui vont venir nous parler de différents sujets. Vous avez 4 thèmes principalement. Si on les regarde en détail, les 4 thèmes, qu'est-ce que c'est? Oui, bien, en fait, on a des panels avec des regroupements nationaux qui vont venir nous parler de l'importance d'une approche sensible, adaptée aux différentes réalités des femmes, donc des personnes trans, des femmes autochtones, des femmes immigrantes, réfugiées, donc dans toute leur diversité. Mais on va avoir aussi des organismes lavallois qui vont venir nous parler de leurs différentes initiatives, qui vont croiser leurs perspectives. Donc, on a Sourire solidaire qui offre des soins dentaires dans une perspective communautaire pour les personnes plus marginalisées. On a l'approche aidance, la santé mentale, on en a tellement. Donc, je vous invite à voir notre programmation. Comment on peut faire? Et c'est accessible à tout le monde? Monsieur, madame, tout le monde peut vraiment y aller, aller tout voir? À fait. Oui. Comment on fait pour s'inscrire à cette journée-là? Sur notre site Internet, il y a toutes les informations. Il y a un coût parce qu'on offre aussi le repas dans une grosse journée avec des activités de ressourcement aussi. Donc, un 9 à 5 bien rempli. Oui, bien, peut-être un petit peu plus tôt parce qu'on veut être en santé aussi en sortant de là. Oui, tout à fait. Et là, bien, il y a 2 sujets vraiment très importants sur lesquels vous travaillez, vous revendiquez. Donc, le premier, la sécurité menstruelle. Oui. Et là, vous m'expliquez qu'il y a vraiment des statistiques vraiment importantes là-dessus. Quel est l'enjeu de cette problématique-là? Oui, bien, en fait, les femmes et les personnes menstruées assument des coûts économiques assez élevés. Donc, c'est pas un choix d'être menstruée. Et on ne le décide pas. Là. Non, c'est ça. Puis avoir accès à des produits menstruels, bien, c'est assez coûteux. Et c'est aussi une charge mentale importante d'en avoir toujours avec soi. Donc, ce qu'on revendique, c'est que tous les employeurs, tous les lieux publics mettent à la disposition des produits menstruels gratuits pour que les femmes et les personnes menstruées en aient accès dans toutes les circonstances. Oui, on discutait hors caméra, mais c'est quand même... Lorsqu'on porte la réflexion un peu plus loin, on se dit, mais on ne se traîne pas de papier de toilette avec nous. Quand on va dans une toilette publique, c'est d'emblée qu'on va trouver du papier de toilette, mais c'est un peu ça que vous revendiquez, d'avoir la même possibilité de retrouver pour la femme des produits là, qui vont être justement pour garantir la sécurité menstruelle de ces femmes-là. Tout à fait. Bien, nous, on est convaincus que c'est un produit essentiel. Donc, ça devrait être offert gratuitement. Et on a fait un projet pilote au Centre communautaire Saint-Joseph où nos locaux sont situés. Donc, un bâtiment qui appartient à la Ville de Laval et qui est fréquenté par 17 000 personnes par année. Et ça nous coûte moins de 200 $ l'approvisionnement en produits menstruels, donc beaucoup moins coûteux que du papier de toilette ou du savon. Donc, je pense qu'on a fait la preuve que pour un
coût très minime, on peut augmenter le confort et la confiance des femmes et des personnes menstruées. Oui, c'est ça. Parce que même les jeunes, tu sais, les jeunes femmes qui subitement, là, les règles déclenchent, là, je penserais à une jeune adolescente de 12, 13, 14 ans. Évidemment, on ne traîne pas nécessairement toujours ces produits-là avec nous. Et un autre enjeu que vous m'expliquez, on a fait j'ai réalisé, il n'y a pas de maison de naissance à Laval. Non, malheureusement, ça fait plus de 25 ans que les Lavalloises le revendiquent et souhaitent une maison de naissance, donc d'avoir une alternative de suivi de grossesse, d'accouchement avec des sages-femmes. Donc, on est une des rares régions au Québec. Pourtant, on est la 3e plus grande ville au Québec, mais on n'a toujours pas accès à ces services-là. Donc, la table de conditions féminines, ce qu'on revendique, c'est que les femmes aient accès aux mêmes ressources et aux mêmes services que l'ensemble des Québécoises. Bien, c'est des choses qu'on va souhaiter qui vont arriver pour améliorer la condition féminine. Toujours, Madame Surprenant, un gros merci d'avoir venu. Ça m'a fait plaisir. Merci. Ma prochaine invitée est astronome amateur, M. Philippe Moussette. Bonjour, M. Moussette. Bonjour. Alors, vous êtes astronome amateur, ça fait des années. Vous avez un livre que vous avez paru en 2011 qui s'intitule « Les yeux tournés vers le ciel ». D'où est venue votre grande passion pour l'astronomie? Moi, c'est quand j'étais jeune. Il y a eu le passage de la comète d'Halley en 86. Et après ça, il y a eu le passage de Hyakutake et L-Bop en 96 puis 97. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de fonder 2 clubs d'astronomie en 98. Et là, c'est ça, de fil en aiguille, j'ai, comme on dit, bien performé dans ce domaine. Et maintenant, je fais beaucoup d'astrophotographie. J'ai sorti un livre, comme vous avez dit, en 2011, Les yeux tournés vers le ciel, que j'ai réédité dernièrement. Et effectivement, là, je suis passionné d'astronomie, d'éclipses, d'aurore boréale et de tout ce qui est phénomène du ciel. Oui, expliquez-nous qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre livre, parce que je l'ai feuilleté, même je l'ai lu, puis on voit quand même des photos qui sont vraiment fabuleuses. C'est vraiment impressionnant comment vous arrivez à, justement, votre livre s'appelle « Les yeux tournés vers le ciel », mais comment on arrive à capturer ces moments qui sont si magnifiques? Il faut quand même avoir certains équipements pour pouvoir photographier le ciel, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut aussi, c'est d'être passionné, de savoir où ils sont, de vraiment de faire en sorte de faire ressortir au maximum les détails aussi. Juste pour vous donner une idée, je suis le Québécois ayant eu le plus de photos publiées dans les divers magazines d'astronomie. Donc, évidemment, mes photos, je fais pas juste des photos pour faire des photos, mais je fais des photos pour qu'ils ressortent. Donc, principalement, tout ce qui est phénomène du ciel, donc aurore boréale, éclipse, étoiles filantes, etc. Donc, la dernière photo que j'ai prise, dernièrement, il y a à peu près quelques jours, c'est l'éclipse lunaire. Je m'étais placé là, sur la rive sud de Québec pour pouvoir capter la Lune qui va se coucher là, sur la ville de Québec. Donc, c'est toujours de rechercher un élément là, hors de l'ordinaire pour réaliser, comme on dit, la photo. J'imagine que ça vous prend... Est-ce que ça vous prend un équipement spécial pour arriver à capter ces moments-là? Parce que c'est une synchronicité entre un événement particulier, d'être au bon moment, mais d'avoir un équipement aussi adéquat pour être en mesure de capter, là, qu'on puisse le voir. Effectivement, ça prend quand même un certain équipement aussi pour pouvoir faire ça. Moi, ça fait depuis 98 que je fais de la photo, donc c'est sûr que j'ai bien évolué. Puis évidemment, l'équipement a bien évolué aussi depuis 98 parce que on se souvient, en 98, on était encore en film. En argentique. Tout à fait. On mettait le film, puis on ne savait pas trop si ça allait marcher. Je me souviens, moi, mes premières astrophotos, j'ai raté mes 12 premiers films. Donc, oui, parce qu'il fallait les développer avant de voir si ça fonctionnait vraiment comparativement à aujourd'hui où on voit directement notre photo qu'on prend, c'est instantané. Aujourd'hui, là, ça marche pas, on le sait, on ajuste. Pour les gens qui aiment beaucoup l'astronomie, qui voudraient développer cette passion-là, quels sont vos meilleurs trucs que vous pouvez leur donner? Mais là, c'est sûr de joindre un club d'astronomie avec la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Il y a plusieurs clubs au Québec qui sont affiliés. Nous autres, à Cap-Rouge, on a une section jeunesse aussi pour
les jeunes qui sont passionnés d'astronomie. Donc, effectivement, là, achetez-vous une paire de jumelles, regardez le ciel, achetez-vous pas un télescope tout de suite, commencez par l'observation visuelle, puis après ça, si vous aimez ça, vous allez pouvoir continuer. Aller voir des magasins spécialisés, comme à Montréal, on a David Astro, on a la Maison de l'Astronomie, on a Astronomie Plus. Donc, on a 3 magasins qui sont dans votre secteur, qui ont de l'équipement spécialisé, qui ont des conseils aussi de spécialistes. On a évidemment le planétarium puis le Cosmodome aussi, qui sont des endroits où vous pouvez aussi regarder au niveau de passionnés sur l'astronomie. Donc, il y a plein d'endroits là qui peuvent être très bien là, pour être assoiffer votre passion là, de l'astronomie. Et comment vous faites pour savoir là, comment on suit ça, de savoir qu'il va y avoir une éclipse tel jour, qu'il va y avoir un autre événement d'astronomie? Ça, c'est les éphémérides. Donc, on le sait d'avance. C'est tous les calendriers là, qui sont faits là. Et les éclipses, c'est quand même assez facile à calculer aussi. Donc, on le sait là, que, exemple, le 28 août, il va y avoir une éclipse partielle de lune. T'sais, le 12 août, il va y avoir une éclipse solaire totale en Espagne, puis en Islande, puis au Groenland. Donc, on le sait parce que effectivement, on sait les trajectoires. Comme le 8 avril 2024, on a eu notre fameuse éclipse solaire totale visible du Québec. Oui. Donc, c'est quand même assez facile de prévoir ces éclipses-là à cause des nœuds d'éclipse. Et précisons-le, vous êtes président du club d'astronomie Vega de Cap-Rouge. Donc, les gens peuvent joindre ce club-là, évidemment aussi. Oui. Puis pour les gens de Montréal, parce que je sais qu'on s'adresse plutôt aux gens de Montréal présentement, allez sur le site de la FAQ, faaq.org, puis vous allez avoir toute la liste des clubs membres de la Fédération. Et comme ça, vous allez pouvoir vous joindre à eux. Monsieur Moussette, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Un grand merci d'être là. Merci. Bonne journée. Mon prochain invité, il est directeur général de l'ACVRQ, qui veut dire Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec. Monsieur Lapierre, bonjour. Bonjour. Je suis bonne, je ne me suis pas trompée. C'est exactement ça. C'est très bien, hein? Tout à fait. Alors, c'est ça, on disait, vous êtes directeur général, qui regroupe, cet acronyme-là veut dire l'Association des commerçants des véhicules récréatifs du Québec, qui regroupe 3 gros salons. Oui, tout à fait. Donc, le salon des VR de Montréal, de Québec et la foire. On ne peut rien vous cacher. Bon. Et là, expliquez-nous la distinction entre les salons et la foire. Je trouvais ça intéressant. Bien, en fait, les salons, on lance notre saison avec les salons. Donc, Montréal vient tout juste de se terminer. On aura Québec du 9 au 12 avril. Pour ceux qui auraient manqué Montréal, je vous invite à venir à Québec. C'est le temps de venir visiter la vieille capitale. Et puis, la Foire du VR de Québec, c'est un événement qui a lieu fin octobre, début novembre, qui est un événement liquidation fin de saison. Alors, les salons, c'est pour les nouveautés, ouais, pour que les gens puissent acheter. Bien, on peut quand même acheter à la foire, mais c'est plus de la liquidation en fin de saison. C'est de la liquidation de fin de saison. Et dans vos salons, qu'est-ce qu'on peut retrouver là? Il y en a quand même plusieurs VR là, qu'on peut retrouver. Bien, juste à Montréal, on avait 307 VR sur le plancher. Wow. Québec, ça va être plus aux alentours de 225-250. Pourquoi? Parce que l'Expo-Cité est un petit peu plus petit que le Palais des Congrès, tout simplement. Mais l'entièreté du centre de foire est louée pour cet événement-là. J'en ai même qui voulaient venir à l'extérieur, tellement qu'il faudrait repousser les murs d'Expo-Cité. Il y avait plus de gens qui voulaient venir. Donc, vous me dites qu'il y a 300 différentes sortes de VR. Moi, je trouve ça très, très fascinant. J'ai jamais vraiment expérimenté là, des vacances en VR. Mais dites-moi, il y a plusieurs particularités là, qu'on peut retrouver dans ces types de VR-là. Bien, c'est la meilleure façon de magasiner, parce que ce qui est important, c'est d'analyser ses besoins. Et quoi de mieux que d'en visiter plusieurs pour dire, écoute, moi, ça, j'aime moins ça, puis de se faire une bonne idée, parce que ce qu'on veut éviter, c'est de commettre l'erreur de mal choisir son VR. Oui, parce qu'une fois qu'on l'a acheté... Bien, c'est ça. T'sais, alors, on veut éviter ça, on veut que vous ayez du plaisir, donc... Ces événements-là, ça vous permet de comparer tous les modèles,
Est-ce que vous avez besoin d'une roulotte? C'est une grosse roulotte, une petite roulotte? C'est quoi votre véhicule pour tracter? Donc, tous les professionnels sont là pour répondre à vos questions. Et on parle toujours de véhicules neufs, il n'y a rien d'usagé. C'est des véhicules neufs dans les salons, donc c'est des nouveautés, c'est 2026. On ne peut pas amener de 2025-24 ou de l'usager, c'est non. Par contre, à la foire d'automne, effectivement, là, il peut y avoir, vu que c'est une liquidation, il peut y avoir des modèles neufs des années antérieures et même des véhicules d'occasion. Et c'est quand même assez fort au Québec, les VR, le marché du VR. Ça représente quoi exactement? Bien, ça représente quoi? Au Canada, c'est 6,4 milliards de dollars d'industrie. Ah, quand même, hein? Au Québec, il se vend bon an, mal an, 7 000, 7 500 VR de tout type au Québec. Donc, on est un joueur majeur dans l'industrie du divertissement, du plein air et tout ça. Et lorsqu'on parle de VR, c'est large. Là, on peut aller autant... Moi, il me semble que je vois le gros motorisé, mais on parle aussi ça peut aller de tentes roulottes ou de petits camions le plus Et il y a même plus petits que des tentes roulottes, parce que ceux qui ont des tout petits véhicules, il y a des espèces de... On pourrait dire de petites tentes roulottes. C'est comme des trailers qu'on peut ouvrir pour coucher. Exemple, ça se fait même pour des spiders, des motocyclettes. Oui. Alors, souvent, on a ça dans nos salons aussi. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis si vous voulez désirer avoir un motorisé de 800 000, bien, généralement, on les a aussi. Oui, j'imagine qu'il n'y a pas vrai. Mais l'entrée de gamme, l'entrée de jeu, c'est combien? Quelqu'un qui dit, mais moi, je veux un VR, mais je n'ai pas vraiment de budget. On peut partir à combien environ? C'est là où ça devient intéressant, parce que les gens pensent que c'est inabordable, le VR. En pandémie, évidemment, les prix sont un peu plus élevés. Bon, c'est une question d'offre et de demande, mais le marché est revenu au naturel. Ça s'est stabilisé un peu. Ça s'est stabilisé, tu sais. Je regardais justement au Salon du VR de Montréal, puis une jeune famille qui voudrait avoir une petite roulotte, 17 pieds, avec des lits pour enfants et tout ça, 22 995 $. OK. Alors, avec le financement, ça donnait 51 $ par semaine fixe et ça ne bougera pas. Fait que ça, c'est intéressant. On n'a pas besoin de renouveler ce prêt-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut établir notre budget vacances pour des années à venir. Donc, 51 $ par semaine, ça devient drôlement accessible. Oui, pour des vacances c'est ça. Qui seront mémorables. Tout à fait, oui. Qui seront mémorables parce que, je le dis souvent, si on veut renouer avec nos enfants, tu sais, souvent les enfants, la semaine, sont sur la tablette et tout ça, puis bon, les devoirs, et ainsi de suite. Alors, mettons, vous louez un Airbnb, la première chose qu'ils vont demander, c'est le code du Wi-Fi. Ouais. Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Wi-Fi marche très mal dans les campings. Alors, vous aurez du plaisir avec vos enfants. Oui, c'est ça. Donc, il y a possibilité de louer quand même pour un prix relativement modique. Et au niveau, j'imagine que les campings, on le sait, au Québec, il y en a quand même beaucoup, là. Bien, il y a presque 1200 campings au Québec seulement. Et, soit dit en passant, moi, je parle souvent avec Camping Québec, il faut enlever la perception. Des fois, on entend dire, les campings sont tous pleins. Bien, c'est faux. C'est faux, hein? C'est faux. Il reste de la place dans les campings. Ne vous en faites pas. Vous pouvez procéder à l'achat d'un VR, puis vous aurez des places dans les campings tout l'été. Et c'est pas nécessairement, vous n'êtes pas obligé de vous stationner tout l'été là-bas. Là, il y a possibilité d'avoir juste une courte période dans les campings. Définitivement, la majorité des gens, c'est ce qu'ils font. Donc, c'est des gens qui vont se promener d'une région à une autre. On peut aussi être saisonnier, soit dit en passant, hein, parce que les roulottes de parc aujourd'hui, c'est des chalets. Ouais. C'est des chalets. Ça peut être très surprenant comment ça peut être luxueux. Des fois 2 étages. Ouais. Donc, c'est vraiment des chalets, mais à coût moindre, évidemment, que de s'acheter un réel chalet. Monsieur Lapierre, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Alors, on invite les gens du 9 au 12 avril prochain au Salon du VR de Québec. Tout à fait. Venez visiter la vieille capitale. C'est le meilleur moment, puis profitez-en pour venir au Salon du VR de Québec. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Mon prochain invité, il est acteur et directeur de l'agence Verso, Kevin Ranelli. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes acteur et vous êtes directeur de l'agence Verso, Absolument. comme je l'ai dit d'entrée de jeu. L'agence Verso a comme 2 volets, donc la représentation et la formation, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Quand on dit qu'on veut rentrer dans une agence, c'est une agence d'artistes. Donc ça, on offre ce service-là. On a à peu près une 40aine d'acteurs qu'on représente. Donc nous, on reçoit des propositions, des productions, puis nous, selon les rôles qui sont proposés, bien, nous, on fait des suggestions de nos acteurs. Donc, ça, c'est l'agence. Et on a aussi le format, le volet école. OK. Donc, attendez, avant d'aller dans le volet école, au niveau de la représentation, donc, est-ce que quelqu'un qui souhaiterait devenir acteur, vous pouvez les représenter ou c'est vraiment des acteurs, soit de formation ou déjà d'expérience? on peut représenter des acteurs, absolument. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut du matériel.
Ça prend un démo, ça prend de l'expérience. Exactement. Là. Donc, démo de jeu, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une démo de jeu, c'est vraiment une courte scène de 2 à 5 minutes où, si déjà l'acteur a plusieurs expériences, il peut faire un petit montage avec ses expériences pour montrer en fait ce qu'il est capable de faire. Okay. Des photos de casting, très, très important, des photos qui mettent la personne en valeur. Et idéalement, on prend des gens qui sont dans l'union des artistes aussi. OK, ça fait une grosse différence. Donc, on n'est rien à voir à du casting au niveau de figuration ou quoi que ce soit. On est vraiment dans des rôles parlés principalement, parce que lorsqu'on est acteur, j'imagine que c'est plus ça qu'on vise. Bien, l'agence Verso, il faut voir ça comme une agence un peu tremplin. Donc, c'est sûr que pour rentrer directement dans notre agence, si tu n'as pas ces critères-là, on va pas accepter. Okay, c'est la personne qui décide de postuler. Cependant, on prend des débutants aussi ou des intermédiaires, en fait, qui ont le matériel, mais qui ne sont pas nécessairement UDA. Parce que nous, notre but, comme je disais, vu que c'est une agence tremplin, notre but, c'est d'aller chercher ces premiers points-là UDA pour ensuite les rediriger vers des plus grosses agences. Ouais. Expliquez-nous donc, parce que c'est un peu complexe aller chercher des crédits quand même pour devenir UDA, non? Ouais, ça peut être très difficile. Il faut savoir que pour faire de la pub, il faut absolument être dans l'Union des artistes. En tout cas, ils priorisent vraiment beaucoup les gens qui ont... Il me semble que le procédé, il me semble que dans plusieurs années, c'était plus facile d'accéder à l'Union des artistes. Maintenant, le nombre de crédits, je pense, a augmenté. Bien, ça reste 30 crédits. Okay. Donc, un crédit, c'est une journée de tournage parlé et un demi-crédit, c'est de la figuration. Okay. Donc, on peut peut-être aller chercher un petit numéro avec un peu de figuration, quelques points. Après, le but, c'est d'y aller avec des troisièmes rôles et d'y aller en montant. Troisième rôle parlé, deuxième rôle, premier rôle, etc. OK. Donc, vous avez une quarantaine d'acteurs justement qui vous représenter de ce volet-là. Exact. Et là, on va parler au niveau de la formation. Oui. Donc là, vous épaulez, j'imagine que vous optimisez vos acteurs ou c'est accessible à tout le monde? C'est accessible à tout le monde. OK. Sous condition qu'ils passent une audition. OK. On n'accepte pas tout le monde juste pour donner des cours. Il y a autant le volet... les gens qui veulent juste essayer quelque chose de nouveau. Mais je te dirais que la majorité de nos élèves, c'est vraiment des gens qui veulent devenir acteurs. Puis nous, notre formation est faite pour qu'à la fin du parcours intermédiaire, il y a peut-être une centaine d'heures de formation qui sont faites. La démo de jeu est créée, les photos de casting sont faites, on travaille avec des directrices de casting, on ouvre un peu notre carnet de contact à nos élèves. Et à la fin du parcours intermédiaire, nos élèves passent une audition devant 4 agences. Okay. Donc, il y a Verso, l'agence Diane Riel, l'agence Chantal Brossard et agence Le Milieu. Donc, ça, c'est quand même... c'est vraiment un privilège qu'on puisse faire ça après 8 mois de formation, que les élèves puissent passer une audition devant 4 agences et être repêchés puis être représentés par une agence professionnelle. Donc, on est très pointilleux, on fait très attention à qui on choisit. Donc, déjà, il y a ce processus d'audition juste pour être accepté dans l'école. Mais après ça, c'est pas parce que tu es accepté dans l'école que tu vas nécessairement être accepté à l'audition. Donc, on fait très attention à ça, on sélectionne nos élèves. Donc, il y a ce parcours-là pour ceux qui veulent vraiment devenir acteurs. Puis après ça, il y en a qui veulent juste apprendre à mieux s'exprimer, à sortir de leur zone de confort. C'est un peu thérapeutique aussi, l'acting. Mais quelqu'un qui rêve vraiment d'être acteur et qui a minimalement un peu de talent ou quelqu'un qui voudrait travailler très fort, c'est possible. Oui, on les prend, c'est ça qu'on veut. On les prend en charge et puis nous, on met leur talent à l'épreuve et on les dirige vers l'excellence. Et vous avez des nouveautés aussi à l'agence que c'est important de mentionner? Oui, premièrement, souvent, il y a des gens qui viennent de très loin qui veulent auditionner. Oui. Et que parfois, faire 2 heures de route pour venir nous voir, c'est un peu compliqué. Pour une audition de 5 minutes, des fois. Oui, c'est ça. Donc, on offre la façon self-tape. Tu sais quoi une self-tape? Explique-moi donc. Oui. J'imagine que toi, tu sais, mais pour ceux qui ne savent pas, une self-tape, c'est une audition à la maison. Donc, on se met sur un petit trépied avec son téléphone, une réplique en arrière, on apprend un texte et on joue pour le téléphone. Et ensuite, on soumet la self-tape, on nous l'envoie par courriel. Okay. Et nous, on fait un petit 30 minutes de visioconférence pour donner l'évaluation complète et dire si la personne est acceptée ou non. Ça prend un minimum de 6 sur 10. Donc, on juge sur le naturel, l'écoute, les nuances et l'imagination. Donc, depuis qu'on fait ça, ça soulage beaucoup de gens parce qu'ils peuvent se préparer à la maison et nous l'envoyer. Donc, ça, c'est un peu notre nouveauté pour auditionner chez Verso. Et on a fait un test qui est très concluant.
le parcours pour les enfants. Ouais. On a peut-être une quinzaine d'enfants en ce moment. Il y en a qui sont incroyables. Là. Oui, le temps naturel, on le voit vraiment quand ils sont en bas âge. Oui. Les enfants, ça, comme on dit, là, ça ne ment pas, les enfants. Oui. C'est la vérité pure. Ben oui, ça joue, puis c'est vraiment le fun. Et puis, on en a quelques-uns et une qui vont faire partie de notre agence cette année. Et puis, on cherche activement là, des nouveaux jeunes talents. Donc, non, ça a bien fonctionné, le parcours enfant, et puis on continue là-dedans. Là. Bon, bien, génial pour une belle agence comme ça. Puis vous, bien, on ne passera pas sous silence, vous êtes quand même acteur. Absolument. Vous avez fait de belles, grandes réalisations. Ouais. Est-ce que vous avez encore plusieurs projets qui s'en viennent? Ou là, étant donné que vous faites la direction de l'agence Verso, c'est plus difficile un petit peu ou non? Bien, c'est ça aussi, souvent, ce qui arrive, c'est qu'à l'agence, on travaille tous. Oui. Dans l'agence, mais en tant qu'acteur aussi. Donc, des fois, pour les calendriers, c'est un peu compliqué, mais oui, j'ai des projets qui sont quand même confidentiels que je peux pas parler, mais ceux qui sont passés, j'ai joué dans Un gars, une fille, j'ai joué dans Mea Culpa récemment, un premier rôle, et on a un de nos acteurs de l'agence aussi, Brian, qui a eu un premier rôle, donc c'est son premier rôle, fait qu'on est bien fiers de lui. Mais oui, on continue, on auditionne beaucoup. Là, je suis en callback pour une publicité, donc j'attends. On va vous la souhaiter! On la souhaite, mais... Kevin, merci beaucoup de venir nous parler. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Elle est notre photographe préférée. Elle est ambassadrice de Nikon Canada. Sarah Maud, bonjour. Salut Martine, ça va bien? Ben, ça va bien, merci toi. Ça va très bien. Alors Sarah, aujourd'hui, on parle du milieu culturel. C'est un milieu qui est en changement, qui est très en mutation actuellement. Là, on dirait qu'on le voit tranquillement disparaître. C'est quoi la réalité? Parce que toi, tu es vraiment dedans, tu prends de la photo, mais tu travailles aussi en collaboration avec plusieurs artisans. Quelle est ta perception du milieu culturel? Bien, c'est sûr que ça fait déjà quelques années qu'on dit que le milieu, par les coupures puis par le désintérêt du public aussi sur les médias traditionnels, comme on pourrait les appeler TVA, Radio-Canada, la télévision, les journaux, habituellement, il y a un désintérêt des plus jeunes par rapport à ces médias-là, ce qui fait en sorte aussi qu'il y a de moins en moins de budgets qui sont injectés, ce qui fait que la culture, comme on la connaît, nos artisans, nos acteurs, nos perchistes, nos caméramans, nos photographes, on est tous en train de plus en plus de manquer de fonds pour nourrir cette machine-là qui était quand même assez impressionnante et qui fait partie de notre culture au Québec. On dit manquer de fonds, mais manquer de travail aussi. Bien, c'est parce que manquer de fonds, manquer de travail. Souvent, les budgets sont réduits, les heures sont accentuées. On fait de plus en plus des miracles. On en a toujours beaucoup fait, mais là, on est devenu vraiment très doué pour faire beaucoup avec pas grand-chose. À côté de ça, regarde, même Radio-Canada s'est encore fait couper des fonds là, récemment. TVA, Québecor, il y a beaucoup de gens qui sont assis sur des sièges éjectables, on va dire. Donc, tout le monde, il y a une peur dans le milieu en ce moment. Tout le monde se sent sur le bord de prendre la porte. Mais on ne sait pas qui, ni quand, ni comment. Nous, ça va se faire. Et on relie ça vraiment à l'arrivée de l'Internet, les médias sociaux, l'accessibilité qui se transforme. Bien, je pense que c'est... mon opinion personnelle, c'est que je pense qu'on a commencé à dévaluer la valeur de ce qu'est le travail de nos artisans en faisant du binge-watching, c'est-à-dire de la consommation en outrance. Et puis, de toute façon, on le voit récemment, je ne sais plus qui, là, le nom m'échappe, disait, protestait aux États-Unis que maintenant Netflix demande à ce que le script soit réécrit pour les gens qui regardent le film sur leur cellulaire puis font d'autres choses en même temps pour que ce soit plus intéressant. Donc, quand on voit ça, moi, je pense que c'est vraiment ce qui a créé le début de la fin. C'est une forme comment je pourrais dire, de désintérêt réel de s'asseoir et de regarder une émission, d'être concentré dessus et d'en voir toute l'implication aussi. Parce que c'est une consommation vraiment, comme tu le dis, accélérée, exact. Rapide, instantanée. Oui. On ne veut pas perdre de temps, il faut que ça y aille très vite. Mais de la même manière, par exemple, les réseaux sociaux. Par exemple, toi, Martine, c'est quand la dernière fois que tu as acheté un magazine? Oui, ça fait relativement quelques années, je te dirais. Bon, mais quand tu n'achètes pas de magazine, il n'y a plus de fonds qui rentrent pour ce magazine-là. Les publicités ne veulent plus se diffuser là. Donc, à partir de ce moment-là, bien, il y a moins de travail pour le photographe et le journaliste pour parler de ce qui se passe dans l'événement culturel, dans le culturel, même dans les médias ou dans les nouvelles ou peu importe. Ce qui fait que bien, c'est un cercle vicieux qui fait en sorte que il n'y a plus d'artisans. Mais tu me fais réaliser qu'on achète moins ça parce qu'on a la possibilité de l'avoir accessible sur le web, sur notre téléphone, instantanément. Sauf qu'on ne sait plus nécessairement, sur le web et sur le téléphone et tout ça, il y a beaucoup de désinformation aussi. Tout à fait. Donc,
les médias traditionnels comme les journalistes à la base, puis les photographes de presse, et puis les caméramans qui font la job habituellement, les recherchistes et tout ça, qui sont derrière les nouvelles, le journalisme, existent et sont là pour faire le tri et savoir exactement ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, faire des recherches et enquêter pour donner une information juste et souvent nuancée avec plusieurs opinions ou plusieurs faits qui peuvent permettre au lecteur de nuancer sa propre pensée. Aujourd'hui, on nous dit quoi penser et l'information est souvent pas vraie. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer que je trouve très désolant pour l'intelligence humaine, en fait. Parce que tu l'expliquais bien, c'est vraiment une chaîne. Tu sais, des fois, même encore juste dans la photographie, on regarde une image, on la voit l'image, mais il y a comme plusieurs personnes qui peuvent avoir travaillé en arrière. Là, c'est vraiment une chaîne, un maillon, qui fait que si un maillon est affecté, inévitablement, la chaîne au complet est affectée. C'est le cycle de la vie du métier. En effet, c'est ça que je pense aux maquilleurs qui, en ce moment, prennent de plus en plus, retournent à l'école pour faire autre métier. Il y a de plus en plus d'artisans comme moi qui pensent peut-être éventuellement changer de métier ou de milieu ou d'intérêt dans ce qu'ils font. Je pense à des caméramans de cinéma qui décident qui raccrochent les caméras puis qui vont faire un autre métier complètement différent que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer, dont le milieu le milieu n'a plus besoin, en fait, de moins en moins. Oui, donc justement, parlons-en de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est, étant donné qu'il y a eu un virage des médias sociaux, mais là, que de savoir que l'intelligence artificielle, elle est là, elle est présente et elle n'est pas là pour disparaître. Là. Je pense qu'elle est là pour prendre de plus en plus de place. Comment tu perçois ça? Bien, encore comme un entonnoir, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, pour l'instant, en tout cas, ne pourra pas remplacer un photographe de presse sur le terrain qui va photographier une manifestation ou ne pourra pas remplacer votre photographe de mariage ou un photographe d'événement ou un photographe qui a besoin de relater les faits puis la réalité comme elle est. Par contre, tout ce qui est artistique, pour les artistes comme moi, par exemple, qui est quand même, au-delà du photojournalisme, a quand même un côté artistique, là, on sait très bien que le portrait, par exemple, va être fait par l'intelligence artificielle. Or, le problème avec le portrait de l'intelligence artificielle, puis ça va à l'encontre des marches artistiques que déjà je faisais il y a 15-16 ans, en voulant pas trop retoucher les images, c'est qu'il y a une recherche qui a été créée, faite depuis longtemps, qui dit que les gens qui se sont fait beaucoup retoucher arrivent pour rencontrer quelqu'un et font des réelles crises d'angoisse ou de l'anxiété à l'idée de se faire voir exactement comme ils sont. L'intelligence artificielle n'aidera pas ça. Non. Parce qu'on est toujours beau et parfait avec l'intelligence artificielle. En fait, on est en train de devenir des avatars de nous-mêmes, créés par nous-mêmes. Oui, mais tu le dis bien. Sauf que ça tue le milieu quand même. Ça tue mon métier complètement. Tellement. Mais en même temps, il y a un côté, on le voit très bien là, quand c'est du AI versus quand c'est une photo bien faite avec la lumière et l'éclairage. Moi, je trouve que on le voit tout de suite et je trouve que ça dénature là, l'humain. C'est quelque chose qui est tellement artificiel. Je suis d'accord, mais ça va quand même aussi avec ce qu'on voit depuis des années où les gens binge-watch. Donc, à un moment donné, les gens vont s'en foutre. Ils vont partir, je pense. Ils vont s'en moquer parce qu'ils vont se dire que, de toute façon, tout le monde fait ça, donc c'est normal, donc c'est pas grave. Et on va tranquillement banaliser le manque d'authenticité de tout ça, je pense. Mais je veux pas être négative parce que je suis plutôt optimiste dans la vie, mais je vois comment les choses se sont déroulées. Comment pourrais-je dire? Il y a eu un très grand dénivellement par le bas de la qualité d'autant des propos des propos que du sujet, que des déroulements des choses, que de toute façon, je vois pas comment les gens pourraient dire non, on soutient la qualité, puisqu'on est dans une société de rapidité et de consommation rapide. Donc, c'est plus la qualité tant qu'on cherche, même si nous, les photographes, en tout cas, je parle pour mes collègues et moi, on continue énormément à travailler sur la qualité. Et est-ce qu'on est déjà dans le passage où on ne peut pas stopper? Ça serait difficile de le stopper? Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Comme je te dis, je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste dans la vie. J'essaie de voir le négatif, mais j'essaie aussi de voir le positif. C'est qu'il y aura toujours des gens qui vont préférer avoir quelque chose de vrai, de qualité. Il va y avoir d'autres qui vont dire non, regarde, je veux juste ça parce que ça va être pratique. Oui. Donc, je pense que la demande va devenir différente, mais je peux pas prédire l'avenir, je veux dire. Donc, on verra ce que mais d'être conscient, de conscientiser les gens que l'important de nos artistes sont là. Puis si on veut préserver leur travail, bien, il faut continuer de les garder puis de leur trouver du travail. Sarah, un grand merci d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir, Martine. Toujours.
Elle est présidente et fondatrice de la Fondation Yvon Michel. Ma prochaine invitée, Mme Stéphanie Drolet, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous présenter l'événement de la Fondation qui va avoir lieu le 18 septembre prochain, de la 6e édition. Oui. Mais cet événement-là est bien particulier parce qu'il est rattaché à un événement de votre histoire de vie. J'aimerais ça qu'on en parle d'emblée pour que les gens comprennent d'où ça vient, le but d'amasser des fonds. Donc, vous, votre mère a été atteinte d'un cancer. Oui, ma mère a été diagnostiquée d'un cancer du sein métastatique. Donc, c'est le stade 4 avec des métastases un peu partout à l'âge de 48 ans. C'est très jeune. Extrêmement jeune. J'ai 50 ans aujourd'hui. Oui, moi aussi, c'est ça. Donc, je me dis, mon Dieu, oui, c'est Elle vraiment en est jeune. décédée à 50 ans et des poussières de ce type de cancer-là. Et moi, j'ai simplement voulu lui rendre hommage. Évidemment, à l'époque, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je n'avais pas encore l'idée de mettre une fondation sur pied. Mais c'est venu sur le tard. Ça a pris 23 ans, mais j'ai mis la fondation sur pied pour lui rendre hommage, mais aussi et surtout parce que quelques minutes avant de mourir, je dirais peut-être 3 minutes maximum, ma mère allait sombrer dans un coma qui éventuellement l'a amenée à la mort. Je lui ai fait une promesse. Je me suis assise sur le coin de son lit, puis je l'ai regardé droit dans les yeux, puis je lui ai promis que j'allais continuer ce combat-là, notre combat, pour toutes les femmes qui se battent, pas juste les femmes à travers le Québec, mais pour toutes les femmes qui se battent pour une seule chose. Puis cette chose-là, c'est simple, c'est vivre. Ouais. Donc, je trouve épouvantable que seulement 22 à 23 des femmes atteintes du cancer du sein métastatique qui ont une espérance de vie de 5 ans. C'est quelque Les chose, autres, on les perd. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Et elles sont de plus en plus jeunes. Avant, il y avait on parlait de femmes dans la soixantaine, des femmes qui sont âgées aussi dans les 70 ans et plus. Aujourd'hui, on voit des jeunes mamans dans la trentaine qui sont atteintes de ce type de cancer-là, qui est malheureusement pour l'instant incurable. Oui, parce que, disons-le, votre mère l'a apprise en stade 4. Oui. Mais il y a quand même une histoire rattachée à ça qui fait que elle aurait peut-être pu le savoir d'avance. Et ça, c'est quand même assez troublant, là. Oui, c'est sûr que ça nous a troublés. Ça nous trouble encore aujourd'hui. Ma mère passe ses examens, comme toutes les femmes, la fameuse mammographie. Puis on nous dit toujours, en sortant de là, s'il y a quelque chose, on vous appelle. Sinon, tout est beau, on se revoit dans 1 an. Ouais. Mais ma mère, 1 an plus tard, lorsqu'elle a reçu un appel pour sa mammographie, suivi. Pour le suivi, en fait, on lui a annoncé comment ça se fait que vous n'êtes pas venue avant, madame, vous êtes atteinte d'un stade 4 et il y a de la métastase. Donc, il était trop tard. Et à l'époque, évidemment, Internet naissait, ou presque. Alors, au niveau de juste aller sur Google pour prendre de l'information sur c'est quoi ça, un cancer du sein métastatique, est-ce que ça se guérit, c'est quoi les traitements possibles. Il n'y avait pas beaucoup de façons de pouvoir s'informer et évidemment, la recherche n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, malheureusement, ma mère est décédée 1 an et demi et encore une fois des poussières, là, mais 1 an et demi après avoir reçu ce diagnostic-là. Oui, parce que si elle avait su 1 an d'avance, probablement que le stade 4 n'aurait pas déjà été là, donc on avait peut-être une chance. Le stade 4, je ne sais pas s'il aurait pu ne pas être là. Par contre, les métastases auraient pu, elles, ne pas être là. Et là, une fois que le cancer est partout et qu'il est en train littéralement de gruger votre corps, il n'y a plus rien à faire. Ma mère, on l'a mis sur un protocole de recherche qu'on a trouvé. Et ce fut épouvantable. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent que c'est pas toujours agréable à entendre, mais c'est littéralement si on avait jeté une chaudière d'azote liquide sur son corps, du cou au nombril, jusque dans le dos en remontant. Il n'y avait plus de peau. Ça avait fondu au complet. Et nous, on habitait à Québec. On devait faire la route pour aller à Montréal, à l'hôpital, pour recevoir ces traitements-là. Et les vêtements lui collaient littéralement sur la peau. Mais quand on arrive à destination, il faut se décoller. Ouais. Et la douleur était épouvantable. Ça a été des douleurs jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier souffle. Et vous le dites, le fait d'avoir accompagné votre mère et en tant que c'est votre mère qui vivait ça, pour vous, ça a été vraiment un choc. Ça a été très difficile à passer au travers de ça. Oui, puis je dirais que je deviens toujours émotive parce que les images pour une jeune fille de 18 ans restent en tête. Ces images-là, ces cauchemars-là, ces cris-là que j'entendais de douleur pendant la nuit, je les entends encore.
Mais il y a 2 ans, je me suis donné le droit, je me suis autorisée à reprendre ma vie en main. C'est un travail de chaque instant parce que j'ai développé de l'anxiété. J'ai peur de mourir, j'ai peur de vivre, j'ai peur de l'avion, j'ai peur que mon chum s'étouffe en dormant, j'ai peur que mon ami se fasse écraser en traversant la rue. Bref, j'ai peur de tout, mais j'apprends à vivre au quotidien avec tout ça. Et pour les gens qui vivent la même chose que vous, quel conseil vous pourriez donner aux gens de dire, vous arrivez comment à essayer de vivre avec ça? Hey, mon Dieu, c'est difficile. Je pense que je le sais même pas moi-même. J'apprivoise au jour le jour. J'essaie de pas y penser. Évidemment, ça fait 30 ans. Les gens vont dire, ben coudonc, elle est folle, va consulter. Ouais. Mais je pense que si c'était à recommencer, j'irais consulter pour pouvoir être mieux outillée pour le pendant, mais surtout pour le après, parce que je le savais que la fin arrivait. Je ne savais pas si c'était une question d'heures, de semaines ou de mois. Dans le cas de ma mère, les médecins n'étaient pas capables de nous le dire. Par contre, si j'avais eu les outils nécessaires pour pouvoir bien prendre le temps de vivre chaque instant, mais de le vivre correctement avec ma mère, je l'aurais fait. Donc, c'est le meilleur conseil. Il faut absolument consulter. C'est encore tellement tabou. Tout à fait. Ouais. Mais je pense que vous avez pris cet événement-là, puis vous l'avez quand même retourné dans un événement justement pour la Fondation, pour justement amasser des sous pour la recherche. Expliquez-nous cet événement-là. Vous le créez comment exactement? En fait, c'est un événement, je qualifierais aujourd'hui de grandiose parce que la Fondation Yvon Michel, qu'on a mis sur pied il y a 8 ans maintenant, est reconnue comme étant un joueur de première ligne dans les cancers du sein avancé. Et là, à chaque année, depuis 6 ans, on fait un gros souper bénéfice au Golf Le Mirage. 450 invités, un décor absolument enchanteur. C'est très familial, je dirais. Les gens adorent cette soirée-là. C'est rose, c'est blanc, c'est doux. On a une 30aine d'athlètes et là, on parle de légendes d'hockey comme Yvan Cournoyer, M. Serge Chavard. Guy Lafleur était un habitué aussi, même qu'à chaque fois qu'il partait, il disait « J'ai besoin de ma carte de membre pour être sûr d'être invité l'an prochain ». On a des médaillés olympiques comme Charles Hamelin, Alexandre Despatie, William Danginou qui viennent nous représenter aux derniers Olympiques qui sont là, des champions de boxe. Donc, tout le monde est là rassemblé pour amasser de l'argent pour nos chercheurs, pour leur donner des outils supplémentaires pour que la recherche puisse se développer encore plus rapidement. Donc, tout le monde est là le 18 septembre prochain cette année pour la recherche sur le cancer du sein métastatique. Donc, tout le monde peut assister en achetant leur billet. Tout le monde peut y assister. On a des billets individuels, on a des tables de 10 aussi qui sont présentement en vente. Là, si monsieur, madame, tout le monde désire s'en procurer, là, ça va me faire plaisir de leur répondre. Je réponds à tout le monde. Et vous avez spécifié là, pour vous quand même tout l'argent que vous amassez. C'est important de savoir où elle s'en va, cet argent-là. Hein? Oui, absolument, parce qu'avant, je donnais, quand j'ai commencé tout ça, je donnais de l'argent à la Fondation du cancer du sein du Québec et j'ai simplement voulu, à un moment donné, gérer mes propres affaires, décider précisément où allait s'en aller l'argent. Et comme j'avais vécu et que j'avais côtoyé le cancer du sein métastatique, évidemment, pour moi, c'était l'idée numéro 1, c'est ce que je voulais faire. Et j'ai eu l'idée de mettre cette fondation-là sur pied et de travailler directement avec les chercheurs. Donc, ils n'ont pas d'intermédiaire, il n'y a personne qui va gérer notre argent. 100% de ce qui entre à la fondation le soir de l'événement est remis au complet aux chercheurs du Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM. Et je tiens à le dire, là, c'est une équipe fabuleuse. On nous traite aux petits oignons. On nous fait, non pas croire, mais on est accepté comme si on était un membre de leur famille. On n'est pas juste là pour remettre un chèque ou pour amasser des fonds ou pour faire des soirées bénéfices. On est vraiment membre à part entière de cette équipe-là qui est chapeautée par le Dr Peter Metrakos. Donc, je leur lève mon chapeau pour ce qu'ils font, puis de considérer aussi que chacun des dons est important, mais chaque personne qui est en arrière de chaque chèque est aussi importante, puis de nous impliquer dans ces projets-là, de pouvoir nous recevoir et nous expliquer où en est rendu le projet et où on s'en va avec l'argent futur qui entrera
Moi, j'adore ça. J'adore vraiment. Donc, c'est un bel mon événement équipe. que vous créez le 18 Oui. septembre prochain. 450 personnes qui Oui. vont être là, donc il y a encore de la place. Oui. Dépêchez-vous pour acquérir vos billets. Donc, une belle histoire quand même qui vous a marqué, mais que Oui. vous avez vraiment su tourner. Je pense que c'est ça à retenir. Quand on vit des choses difficiles, mais il y a possibilité de tourner ça en positif. Là, Toujours. Vous faites un grand bien à la recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Nicolas Vincent Poirier et aujourd'hui, pour tous les amateurs de théorie de complot, eh bien, j'ai un bon film pour vous. Un film qui mélange une satire sociale, un thriller paranoïaque, une comédie noire avec, bien évidemment, un peu de théorie de complot. On parle du film Bugonia, qui est sorti au mois d'octobre 2025 au cinéma. Et au moment où on fait la chronique, bon, les Oscars n'ont pas encore eu lieu, mais pour l'instant, le film est nominé dans 3 catégories: meilleur film de l'année, meilleure actrice pour Emma Stone et le meilleur scénario adapté pour Will Tracy. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Bugonia? Je ne veux pas trop en dire parce qu'il y a des très bons punchs dans le film, mais en gros, c'est 2 hommes qui kidnappent une puissante PDG. Pourquoi? Bien, parce qu'ils pensent que cette PDG-là, c'est une extraterrestre. Et ils veulent la forcer à sauver l'humanité d'une catastrophe imminente. Je n'en dirai pas plus. Mais bon, pour ce qui est du casting, Emma Stone comme PDG qui se fait kidnapper, écoute, elle est excellente dans ce film-là. Et Jesse Plemons également qui joue un de ces kidnappeurs. Et moi, c'est un film que j'ai adoré. Pourquoi? Parce que, bien, je l'ai mentionné dans d'autres chroniques avant, j'adore ça, ne pas être capable de voir les punchs à la fin arriver, malgré mon bon talent pour trouver les punchs. J'adore ça quand on m'envoie dans une mauvaise direction et être surpris. Et pour ce film-ci, je m'y attendais pas du tout. Jusqu'à la dernière seconde, je me posais des questions. Donc, je n'embarquerai pas du tout dans les détails. Et ce film-ci est réalisé par Yorgos Lanthimos, qui a déjà travaillé 5 fois avec Emma Stone. Et d'ailleurs, Emma Stone a gagné en 2024 le score de la meilleure actrice pour Poor Things, réalisé par Yorgos Lanthimos encore une fois. Et si on regarde les nominations, il y a scénario adapté. Qu'est-ce que c'est? Meilleur scénario adapté. C'est quoi la différence entre un scénario original et un scénario adapté? Un scénario original, je donne un exemple, c'est le film Le Menu, en 2022, qui a été écrit justement par Will Tracy. Ce film-ci, c'est un scénario original, c'est une histoire qui a été inventée pour le film. Tandis qu'un scénario adapté, eh bien, c'est un scénario qui est basé sur une œuvre déjà existante. Et dans ce cas-ci, le film Bugonia, c'est un remake d'un film sud-coréen qui date de 2003. Le film a été écrit et scénarisé par Jang Joon-hwan. J'espère que je prononce bien le nom, mais si vous nous écoutez, M. Jang Joon-hwan, appelez-nous si on s'est mélangé dans le nom. Et lui, de son côté, ce qui est intéressant à savoir, c'est comment est-ce que lui a trouvé son idée pour Bugonia. Pas pour Bugonia, parce que dans le fond, le film, il n'y a pas de traduction française de son film, mais la traduction anglaise, c'est « Save the Green Planet ». On peut traduire ça par « Sauvons la planète verte » en français. Mais lui, de son côté, son inspiration pour cette idée-là, eh bien, c'est quand il a regardé le film « Misery » avec Kathy Bates. Lui, il se disait, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir le point de vue de celle qui a kidnappé l'écrivain? C'est ce qui manque, le point de vue du kidnappeur dans l'histoire. Et par la suite, eh bien, il est tombé sur un site web à potins ou à théorie de complot, tout dépendant, là, et sur un article qui disait, eh bien, Leonardo DiCaprio, c'est un extraterrestre qui veut conquérir la Terre en séduisant des femmes. J'ai pas fait beaucoup de recherches, mais je présume que c'est pas vrai. Je présume que ça, c'est pas vraiment vrai. Mais lui, il a mélangé ces 2 choses-là ensemble, une espèce de théorie de complot avec le point de vue de kidnappeur, et ça a donné Bugonia. Et évidemment que Bugonia, c'est pas un film pour tout le monde. Oui, il y a de l'humour noir, mais il y a aussi, il y a un peu de... Il y a de la violence aussi. Donc, c'est pour un public averti. C'est un film qui dure 2 heures. Et
je vous dirais que, en tout cas, pour moi, ça vaut le coup. Pour tous ceux qui ont aimé le film Le Menu en 2022, ça, c'est une très bonne indication que vous pourriez aimer Bugonia ou même Parasite, hein, le film sud-coréen Parasite. Quoique, bon, ça, évidemment, on est plus ancré dans la réalité avec ce film-là. Et c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Mon prochain invité, il est auteur, compositeur et interprète, Lova Flo. Salut! Bien, bonjour! Donc, un grand musicien. Ça fait longtemps que tu fais de la musique. Dis-nous, c'est une passion qui part de où, la musique? Ça fait longtemps, à base, je jouais de la guitare. OK. Puis, ça fait juste 2 ans que je sors avec ma voix. Fait qu'avant, j'étais un gars qui jouait de la guitare en arrière. J'ai commencé à jouer du blues, puis du rock. Puis c'est plus tard que ça aboutit sur tout ce qui était rap français, parce que j'aimais beaucoup tout ce qui était l'écriture des paroles. Puis, Ouais. puis aujourd'hui, ça aboutit avec ça. Puis surtout parce que le monde ne voulait pas chanter les chansons, qui fait qu'on finit par les écrire. Puis là, j'ai mon petit studio chez nous, j'ai ma carte de son, mon micro, mon ordinateur. Je compose mes affaires de la maison. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est de plus en plus on écrit nos paroles, on enregistre, on compose, mais ça aide beaucoup de savoir composer, de savoir sa théorie musicale, ce qu'il y a quand même de moins en moins aujourd'hui, c'est la réalité. Là. Est-ce que tu as commencé à chanter? Est-ce que c'était une passion pour toi de chanter ou c'était vraiment plus complémentaire, étant donné que tu voulais verbaliser tes paroles? C'était pas le but au début. La réalité, c'est que j'ai commencé plus à chanter puis à sortir ça il y a 2 ans. J'avais une compagnie en technologie, puis quand ça a comme crash, mais je me suis pris une couple de jobs et tout ça, puis un petit peu comme la dépression a passé à travers la musique. OK. Puis le nom d'artiste, c'est Lova Flo, vous le devinerez, amour et vibe un peu, comme Lova Flo. Bien, c'est ça, mais tu parles Puis, beaucoup que tes chansons sont inspirées justement d'amour, des histoires d'amour. Beaucoup d'histoires d'amour. Oui, c'est ça. Bien, explique-nous ça. Donc, tu es inspiré de ça, mais tu démontres aussi une grande transparence dans tes paroles, exactement. Oui, mais c'est parce que, veux-le ou non, pour les gens qui ne savent pas, j'ai 25 ans. Puis quand tu prends la génération Z, c'est une génération que les relations, ça bouge beaucoup à l'ère des réseaux sociaux. Complexe, oui, c'est ça. Exactement. Les codes sont un peu différents. Puis, veux-le ou non, ça fait en sorte que parfois, les histoires changent un petit peu plus souvent. Puis, les gens sont beaucoup dans l'instantanéité aujourd'hui à l'ère du web. Puis, les gens, ils transposent beaucoup ça dans les relations, puis tout ça. Puis il y a cela, puis aussi le fait que, c'est ça fait en sorte que les histoires, ça bouge beaucoup. Et qui dit les histoires qui bougent beaucoup, dit beaucoup d'histoires d'amour. Puis en même temps, il y en a que des fois, ils arrivent dans le rap, puis ils essayent de s'inventer un personnage, s'inventer une histoire. Moi, je vais être honnête, je suis monsieur, madame, tout le monde. Qui fait que moi, c'est des histoires d'amour, c'est des histoires de monsieur, madame, tout le monde au quotidien. Puis je trouve ça important d'avoir ce côté-là dans la musique. Puis l'année dernière, c'était beaucoup des peines d'amour. Cette année, j'essaie d'avoir des chansons un peu plus de party, parce que, veux-le ou non, suffit la dépression à un moment donné. c'est le fun, un peu de bonheur dans la vie aussi. Là. Parce qu'il y en a quand même. Parce que là, tu as sorti un album, Instable. Exact. Donc, est-ce que justement le nom Instable va faire le parallèle entre des fois un peu de peine d'amour et des fois un peu plus de joie? Exact. Mais c'est vraiment ça, mais c'est parce que quand on prend l'album Instable, puis j'ai un de mes amis qui est acteur, qui s'appelle Charles Ecobo, que je l'ai rencontré justement sur des plateaux de tournage de cinéma quand il venait d'arriver de Paris, puis il a une voix incroyable, grave, puis tout ça, qui fait qu'il a fait mon intro d'album. Puis l'intro d'album dit un petit peu comme le message derrière, parce que à travers toutes les chansons de party, à travers toutes les niaiseries dans les soirées, puis etc., tu sais, c'est dans les rares moments qu'on fête qu'on pense au moment présent. Puis c'est le côté que je trouvais important, parce que quand tu écoutes l'album, il y a beaucoup de chansons de party, c'est un petit peu foufou, mais t'as l'intro qui te rappelle, puis t'as une interlude aussi qui parle du fait que les relations avec les personnes, c'est un peu comme les feux à un coin à circulation, tu sais. Ouais. Quand c'est le feu vert, tu passes, quand c'est le feu rouge, tu t'arrêtes, puis ça bouge beaucoup. Puis c'est important de garder le focus sur le présent, puis ça, puis c'est vraiment de ça que parle le dernier album. Puis ça parle... Il y a tout le temps une petite touche de mélancolie, mais il faut l'écouter une couple de fois pour le remarquer. Mais j'aime quand même essayer d'amener les choses avec un côté joyeux, étant donné que c'est la vie, hein? Un peu de joie malgré tout, ça fait pas de tort, comme on dit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, dans les années qui viennent? Qu'est-ce que ça serait ton grand rêve, Lova Flo? Je pense que qu'est-ce qui est beau, c'est qu'au Québec, tous les artistes qui chantent en français, ils ont le rêve d'aller au Franco. Je trouve que c'est un merveilleux événement que je vais d'ailleurs à chaque année. À chaque année, on se ramasse à peu près une trentaine.
aller faire le tour des shows en français Ouais. au Franco. Puis je pense que c'est le truc qu'on pourrait souhaiter. Dans le passé, j'ai eu le plaisir mais comme guitare, dans le passé, j'ai eu le plaisir de jouer au Festival Jazz de Montréal. Oui. Dans le temps, c'est à Saint-Tédé. Oui. Mais là, ça serait le fun avec une voix un jour les Franco, mais il y a encore beaucoup de chemin jusque-là. Mais n'empêche. Puis aussi, comme en ce moment, c'est la première entrevue télé. Avant, j'étais plus technicien en arrière. C'est agréable de voir aussi comme l'autre côté de la médaille. Puis On va te souhaiter que tous tes projets se réalisent, Bafou. Je vais te laisser Merci. t'installer parce que tu vas nous faire une exact. performance. Version acoustique qui change un petit peu de l'autotune puis des studios. On fait ça simple, on fait ça acoustique. Génial, on te laisse te préparer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est fait pour se quitter? Est-ce qu'on n'était pas dans les temps? Je me rappelle quand je t'ai rencontré, on pensait pas plus qu'au présent. On aimait le radio, on avait des idéaux, mais on a laissé tout tomber à force de trop de fois se brûler. On n'avait pas de cash, mais on était bien. Après, on a un crash pour un lendemain. Et c'est voilà la vie, je sais pas trop quoi dire. On a changé d'avis, on s'est tout fait souffrir. C'est quand on perd qu'on réalise ce qu'on aurait dû faire en temps de crise. Mais c'est trop tard, le mal est fait. On se dit au revoir cette fois pour de vrai. Si mes histoires changent comme les saisons, c'est que je me pose des questions le soir. J'irai pas encore pour dire au final que l'amour est mort. Et si je me pose des questions, est-ce que je perds la raison ou je devrais rentrer à la maison, simplement juste couper les ponts? Les premières mélodies, avant de commencer la musique, on faisait crèver toutes les nuits sur une petite trame mélancolique. Et je fais des jours puis je pense à toi, mais aujourd'hui tu n'es plus là. Un jour peut-être que je reviendrai, quand j'aurai le courage de te rappeler. Les autres sont belles mais c'est pas pareil. Maintenant je suis seul quand je me réveille. J'étais avec moi-même dans mon lit à composer mes mélodies pour qu'un jour t'entende en radio. Et rappelle-moi si tu veux, on se retrouvera dans un resto comme quand l'on était tous les deux. Si mes histoires changent comme les saisons, c'est que je me pose des questions le soir. J'irai pas encore pour dire au final que l'amour est mort. Et si je me pose des questions, est-ce que je perds la raison ou je devrais rentrer à la maison, simplement juste couper les ponts? Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Pour le rattrapage de toutes nos émissions, on vous invite à aller sur notre site Internet à tvrl.ca. Un gros merci à toute l'équipe, nos caméramans Daniel, Yannick et Clotaire, à la réalisation Alain et à la recherche et à la coordination Sophie. Encore une fois, un gros merci. On vous souhaite de passer une excellente semaine et on se dit à très bientôt.